Alors, après avoir parlé de change management, maintenant on va rentrer vraiment dans, dans le cerveau, on va rentrer dans les sciences cognitives avec une approche d'une des personnes les plus pointues sur cette question aujourd'hui. Je pense que tu vas te représenter aussi entre recherche et entreprise, puisque on a avec Didasque une articulation entre les fruits de la recherche et la mise en pratique au service du plus grand nombre pour développer des ressources, des dispositifs de formation en bénéficiant des expérimentations des laboratoires. Et on a là la personne vraiment qui va pouvoir répondre à vos questions, préparer vos questions. Et il y a à peu près 10 minutes de questions qui sont possibles à la fin, donc profitez-en. Et sinon, le stand Didas qui sera juste à côté. Merci beaucoup Yannick. Bien, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux pour m'écouter. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Sun, je suis chercheur. Je fais mes travaux de recherche à l'École normale supérieure sur les questions à la base contexte éducatif et inégalité scolaire, inégalité face à l'apprentissage, en économie, en sciences sociales, et puis je me suis élargi aux sciences cognitives sur les années récentes. J'ai fondé Didasque il y a 5 ans dans l'objectif d'aider les entreprises et les organisations à mieux tirer profit des résultats de la recherche scientifique dans les mises en pratique concrètes qu'ils peuvent faire dans leur dispositif de formation. Je vais essayer de vous parler un peu là et vous éclaircir un petit peu sur ce que sont ces sciences cognitives. On en entend beaucoup parler, il y a un petit effet de mode autour de ça, et on se trompe un peu parfois sur leur nature, ce sur quoi elles peuvent vraiment nous aider ou pas. Et je pense que c'est important de remettre un peu les idées au clair dessus, parce que les idées fausses sur ce sujet sont particulièrement néfastes. Je vais essayer de tenir en 20 minutes pour avoir du temps pour les échanges, mais étant très bavard, je vais peut-être pas y arriver. Donc ça serait bien que la personne qui s'occupe du timer l'active, parce que sinon je peux rester là longtemps. Merci. Alors, quand je vous dis sciences cognitives, vous vous représentez souvent ça, ou en tout cas c'est souvent ce genre de choses qu'on va voir dans les photos, les images, les médias. C'est le genre d'image qu'on diffuse beaucoup, parce que d'ailleurs vous avez peut-être remarqué que quand je dis sciences cognitives, je ne dis pas neurosciences, ce qui a peut-être marqué certains d'entre vous. Or c'est souvent le mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les neurosciences, en fait, ne sont qu'un petit bout de ce qu'on appelle les sciences cognitives, de manière plus large, qui est tout un champ thématique qui regroupe des tas de disciplines différentes, qui vont toutes s'intéresser d'une manière ou d'une autre au fonctionnement de la pensée humaine. Dans le fonctionnement de la pensée, vous avez plein de fonctions, hein. Vous avez le langage, vous avez la perception, vous avez les émotions, vous avez toutes ces choses-là. L'apprentissage n'est que l'un des sujets, évidemment, qui est étudié par les sciences cognitives. Et après, en termes d'approche disciplinaire, ça va regrouper des tas de disciplines différentes. Ça va regrouper la philosophie, ça va regrouper la linguistique quand on parle du langage, ça va regrouper la biologie. Et en fait, les neurosciences ne sont que le versant biologique des sciences cognitives, qui vont essayer de comprendre à travers des analyses du cerveau en tant qu'organe biologique, qu'est-ce qu'on peut comprendre du fonctionnement de la pensée. Mais après, vous avez d'autres choses, et notamment en ce qui concerne le sujet de l'apprentissage et des mécanismes impliqués dans l'apprentissage, les neurosciences jouent en fait, contrairement à ce qu'on pense, un rôle assez faible. Ce qui donne en fait énormément de recommandations concrètes et pratiques aujourd'hui pour les acteurs de terrain dans la formation, c'est beaucoup plus la psychologie. Alors on n'en parle pas parce que si je vous parle de psychologie, c'est ça que je vais vous montrer, qui est beaucoup moins sexy, beaucoup moins visuel. Mais c'est la réalité de ce qu'est la recherche en fait et de ce qui a le plus d'apport aujourd'hui pour des acteurs comme vous. Qu'est-ce qu'on fait en fait en psychologie cognitive? On ne met pas des électrodes dans la tête des gens, on n'essaie pas de mesurer des formes d'activité. Ce qu'on fait en fait tout simplement, c'est qu'on va essayer d'évaluer de manière rigoureuse l'efficacité relative de pratiques de formation. Tous les uns les autres, quand on forme, quand on enseigne, quand on transmet quelque chose à quelqu'un, en fait on fait des tas de choix de manière implicite, sur la manière dont on va expliquer les choses, dans les supports qu'on va utiliser. Tout ça, on le fait de manière très intuitive. On a tous nos opinions sur ce qui marche mieux, ce qui marche pas, en fonction de ce qu'on a vécu nous, en fonction de ce qu'on voit. Mais en réalité, c'est très difficile de savoir de manière rigoureuse qu'est-ce qui marche le mieux dans un contexte donné avec des apprenants donnés tant qu'on ne l'évalue pas de manière rigoureuse. Et c'est ce que font ces travaux de recherche avec des protocoles que vous connaissez en fait sûrement parce que c'est les protocoles qui ressemblent à ce qu'on fait en médecine. Tout simplement, on se dit, je vais vous donner un exemple ici.
en fait, on va prendre différentes pratiques. On va se demander dans un contexte donné, est-ce que ça marche mieux de transmettre par de la vidéo, par un cours normal ou par des exercices d'application. Et donc, pour savoir si ça marche mieux, on va prendre 300 personnes, on va tirer au sort 3 groupes. Un des groupes va apprendre de la première manière, le second groupe d'une deuxième manière, le troisième groupe de la troisième manière. Et ensuite, à temps égal évidemment, ils vont tous y passer qu'une heure. Et ensuite, à la fin, on va mesurer par un test qui est capable le plus d'appliquer ce qu'il a appris, ou tout ce qui est le plus capable de mémoriser, tout simplement, et on va tout simplement comparer. Donc vous voyez, c'est très pragmatique en fait, et très concret. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de technologique là-dedans. Pour vous montrer une étude, j'aime bien montrer celle-là parce qu'elle est assez emblématique et elle a été assez structurante dans le monde de la recherche. C'est une publication qui est sortie dans la prestigieuse revue Nature en 2011, Science, excusez-moi. Où les chercheurs, voilà, c'est une étude vraiment emblématique, typique, ils se sont interrogés pour dire, voilà, si on est tous exposés à un contenu une première fois, on lit par exemple une information, là c'était les étudiants devaient tous lire un article scientifique une première fois. Et ensuite, la question qui se posait, c'est quelle est la meilleure manière de retravailler dessus, de le réviser d'une certaine manière, si j'ai envie de bien retenir les choses et d'être capable de mieux les appliquer. Et donc, ils ont voulu comparer notamment 3 pratiques sur lesquelles il y avait un peu des débats. Le premier, c'était en fait, donc, ce que vous avez en rouge, c'est le groupe. Donc, c'est le premier groupe qui est un peu bizarre, c'est le groupe témoin en fait, placebo, enfin qui ne fait que lire une première fois. Et lui, il s'arrête là. Les 3 groupes font autre chose. Le groupe en jaune, c'est un groupe à qui on demande de relire le texte durant le temps imparti. C'est en fait le réflexe le plus spontané qu'on a tous. Si vous regardez une vidéo et que vous voulez la retenir, votre réflexe, ça va être de vous revisionner la vidéo. C'est à peu près sûr. Généralement, c'est ça que les gens font assez spontanément. Le deuxième groupe en bleu, le troisième, pardon, c'est un groupe à qui on a demandé de travailler de manière plus active en élaborant une carte mentale. Donc, ils relisent l'article, mais ils élaborent une carte mentale pour essayer de se représenter visuellement les informations dans l'idée, si vous voulez, donc ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de formateurs qui mettent ça en place, dans l'idée évidemment qu'en essayant d'avoir cette réflexion plus active sur le contenu, je vais mieux me l'approprier. Et le dernier groupe, ils ont dit on fait quelque chose de différent, et on leur retire le texte et on leur demande d'essayer de restituer de mémoire qu'est-ce qu'ils ont compris du texte sur une feuille blanche, tout simplement. Et après, une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent reprendre le texte et comparer par rapport à ce qu'ils avaient écrit. Et ensuite, on compare les résultats. Et donc, le résultat notamment assez surprenant. Donc, évidemment, en jaune, vous voyez que tous les groupes sont au-dessus du premier groupe, ce qui est quand même rassurant. Mais ce que vous voyez, ce qui a beaucoup surpris les chercheurs, c'est que le groupe en bleu que vous voyez est un groupe ne réussit pas mieux que le groupe qui a simplement dû relire. C'est vrai que le fait d'avoir travaillé de manière active sur le contenu n'a pas amélioré vraisemblablement la capacité à résoudre des problèmes à partir des informations. Ce qui était très étonnant parce que les chercheurs s'attendaient vraiment à trouver un effet positif. En revanche, le groupe qui a le meilleur effet, c'est le dernier. C'est le groupe à qui on a demandé de restituer de mémoire. Donc ça, je vais revenir dessus très rapidement tout à l'heure. C'est l'un des résultats aujourd'hui les plus robustes de la recherche. L'idée que l'une des méthodes les plus efficaces pour apprendre est d'essayer par soi-même de mobiliser les informations sans aide, d'éventuellement se tromper, de recevoir des feedbacks pour réussir à se réajuster. Voilà, ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment très très robuste. Ce que je voulais vous montrer par ça, c'est que ce qu'on fait en fait avec ce à quoi sert la recherche finalement, c'est vraiment à mesurer l'efficacité relative au sens de, à temps donné, si je ne sais pas a priori quoi faire avec mes apprenants, si je veux être le plus efficace, qu'est-ce qui a priori a le plus de chances de fonctionner. Et ça, donc, on s'appuie sur ce genre d'études. Et alors, évidemment, le problème d'une étude isolée, c'est que ça ne suffit pas. Tout le monde est capable de trouver une étude isolée qui va montrer que n'importe lequel de ces 4 va avoir un effet meilleur que les autres. Ce qu'on fait dans le monde de la recherche, c'est qu'à partir d'une étude comme celle-là, on va répliquer le résultat. Et on va essayer de le répliquer aussi dans des contextes différents. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais là, peut-être que ce résultat, on le trouve parce que c'était un travail sur des informations scientifiques pour des étudiants qui avaient à peu près 21-22 ans. Est-ce que vraiment on est sûr que ça peut marcher avec des adultes, sur des sujets différents, sur des compétences métiers, etc. Et donc ça, la recherche y répond en essayant de reproduire le résultat, mais en changeant. D'autres chercheurs vont le reproduire en utilisant en faisant l'étude avec des apprenants plus âgés sur d'autres sujets. Et on va multiplier comme ça des dizaines, des centaines de fois. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir trouver différentes choses. Des fois, et en fait c'est ça qui va se passer la plupart du temps, on trouve des effets complètement différents à chaque fois qu'on change. Typiquement, le résultat que vous voyez sur la carte mentale, qui peut paraître déprimant pour ceux qui l'utilisent, il n'est pas si déprimant que ça. En fait, ça dépend vraiment beaucoup du contexte. Ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, dans les études, on ne trouve pas d'effet, mais parce que certaines trouvent des effets positifs, d'autres trouvent même des effets négatifs, d'autres ne trouvent aucun effet. Et donc, ça a l'air de dépendre de pas mal de choses.
mais en tout cas, on va dire que l'effet n'est pas robuste. C'est-à-dire qu'a priori, si vous ne savez pas quoi faire, si vous mettez ça en place, vous avez une chance que ça marche bien et que ça marche mieux. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Mais il y a aussi de fortes chances que ça ne soit pas meilleur que de mettre en place une pédagogie tout simplement traditionnelle. En revanche, parfois, et alors c'est assez rare en réalité, vous allez avoir des effets qui vont être robustes et qui vont atteindre ce qu'on appelle des niveaux de preuve suffisamment élevés. Pourquoi ? Parce que quand on les aura répliqués 500 fois, d'accord, dans des tas de contextes différents, avec des étudiants d'âge différents, 95% du temps, on va retrouver l'effet. Et c'est exactement le cas de la barre en verte, c'est-à-dire l'effet qu'on appelle le testing effect est un effet extrêmement robuste et c'est pour ça que les chercheurs se permettent de le transmettre aujourd'hui au grand public, c'est qu'on a un niveau de confiance en ce résultat qui a été élevé pour vous dire, a priori, si vous voulez être efficace et que vous voulez faire confiance en tout cas à ce genre d'approche, utilisez plutôt cette méthode. Si votre préoccupation, c'est d'avoir un impact sur les apprentissages. Ce n'est pas tout le temps le cas d'ailleurs, vous pourriez avoir envie de mobiliser d'autres raisons pour innover, etc. Mais en tout cas, si la préoccupation, c'est l'efficacité et l'impact, c'est ce genre de choses sur lesquelles la recherche va pouvoir vous aider. Un point quand même sur les dimensions de l'apprentissage sur lesquelles les sciences cognitives et la recherche aujourd'hui a un discours. Parce que quand je vous dis être efficace, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et notamment, est-ce que je parle d'être efficace au sens de motiver les apprenants ? Est-ce que je dis d'être efficace au sens de les rendre capables d'appliquer ce qu'ils ont appris ? Tout ça veut dire des choses un peu différentes. En fait, il y a trois grands... Je vais malheureusement pas avoir le temps de décrire les résultats principaux. Mais aujourd'hui, si on regarde les résultats principaux de la recherche, ceux sur lesquels, en tout cas, les pratiques qui ont été évaluées par la recherche scientifique comme ayant un impact vraiment solide sur les apprentissages, il n'y en a pas tant que ça. Et en tout cas, ils se regroupent autour de, je dirais, trois grands thèmes. Moi, j'aime bien cette présentation pour essayer de bien comprendre les différents sujets. Et pour ça, il faut donc c'est ce qui correspond un peu à trois grands processus impliqués dans l'apprentissage. Le premier, c'est celui que je regroupe autour de ce que j'appelle l'apprentissage initial, parce que c'est pas simple de le nommer. C'est tout ce qui va faire que vous allez passer de l'étape dans laquelle vous ne savez pas faire quelque chose à l'étape où vous savez la faire, mais potentiellement lentement. Souvent, c'est ce qui se passe quand on vient d'apprendre quelque chose. On est capable de le faire, mais on a besoin de se concentrer, on a besoin de réfléchir activement. On peut le faire aussi bien qu'un expert, sauf que ça nous prend plus de temps. Et donc la courbe en bleu que vous voyez, elle représente le fait que durant cette phase, vous montez en ce que j'appelle la pertinence de vos actes, de vos actions, de vos choix, de vos décisions. J'aurais aussi pu mettre une autre métrique qui aurait été le nombre d'erreurs que je fais. Et à ce moment-là, vous auriez vu la courbe décroître. D'accord, durant ce passage-là, si vous voulez une autre manière de le présenter. Et ensuite, il y a un deuxième processus en jeu sur le plan cognitif qui arrive généralement dans un second temps si tout se passe bien, qui est la phase de ce que j'appelle l'automatisation. L'automatisation, c'est quoi ? C'est la phase c'est ce qui va me faire passer de la phase dans laquelle je fais les choses correctement mais lentement. Ça a disparu. Excusez-moi, ça a disparu. Merci. À la phase dans laquelle je fais les choses non seulement correctement, mais automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais grimper, c'est la courbe en vert cette fois-ci qu'il faut regarder, je monte en rapidité d'exécution. C'est quelque chose de très différent. C'est-à-dire que mobiliser cette compétence, faire ses choix, prendre ses décisions, va de plus en plus vite, jusqu'au stade où je vais le faire automatiquement et même je ne vais même plus avoir conscience de ce que je fais. C'est d'ailleurs souvent paradoxalement là où ça devient le plus dur de transmettre et de réexpliquer, parce qu'en fait, on fait les choses tellement inconsciemment qu'on ne se rend plus compte de pourquoi on les fait. Et donc, c'est important de voir ces deux choses différemment parce que ce sont des dimensions qui relèvent de choses très différentes sur le plan cognitif. Et les pratiques qui vont vous permettre de grimper sur la première courbe ne sont pas du tout les mêmes pratiques qui vont vous permettre de grimper sur la deuxième courbe, en réalité. Typiquement, sur la première courbe, je présenterai le troisième axe après. Sur la première courbe, ce qui va énormément compter aujourd'hui, alors j'ai pas le temps de tous vous les lister, mais en gros, je les résume, il y a à peu près 4 pratiques. La plus importante, je pense, à retenir, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je mets dans le terme test and learn, tout simplement. C'est le fait, en fait, que ce qui fait qu'on grimpe dans cette courbe massivement, c'est le fait d'inclure dans le temps d'apprentissage énormément de temps où la personne fait les choses par elle-même, se trompe éventuellement,
possiblement beaucoup, et tant mieux, et reçoit des feedbacks qui lui permettent de se réajuster. Plus vous incluez ça à temps égal dans le temps d'apprentissage, plus vous avez de probabilité que la personne monte en pertinence. Pourquoi ? Parce que sur le plan cognitif, on est soumis tous à quelque chose que les chercheurs appellent l'illusion de maîtrise. C'est-à-dire que quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, ça lui donne l'impression de comprendre et l'impression d'être capable d'appliquer. Or, le jour où il se retrouve en situation de devoir soit le réexpliquer, soit essayer de l'appliquer, il se rend compte qu'il n'en est pas capable. C'est un biais qu'on appelle le biais de familiarité. Et en fait, le fait d'essayer par soi-même casse l'illusion de maîtrise, évidemment, parce que vous vous rendez compte de ce que vous savez vraiment faire ou pas, et le feedback vous permet de réajuster vos représentations mentales. Il y a d'autres choses, notamment, je vais juste citer le deuxième parce qu'il est vraiment important aussi, on en parle trop peu, c'est la problématique de la charge mentale. En fait, toute cette phase, c'est une phase où l'apprentissage est conscient. S'il est conscient, ça veut dire, donc les chercheurs en fait disent à ce moment-là que ça passe par ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est comme en informatique, vous avez la mémoire à long terme, qui est la mémoire où vous stockez tout, vous pouvez stocker une infinité de choses, et la mémoire à court terme qui traite les informations en direct quand vous êtes en train de réfléchir dessus. Et cette mémoire, elle a une capacité qui pour tout le monde est en fait très limitée. Et donc, ce qui se passe en fait souvent en formation et en pédagogie, c'est quand on essaie de transmettre trop d'informations, trop de choses à la fois, ou qu'on prévoit des activités ou des exercices qui demandent de mobiliser trop de choses à la fois, on met les gens en situation de surcharge mentale, parce qu'en fait, ils ont trop à mobiliser d'un coup. Typiquement, une formation dans laquelle vous transmettez des informations pendant 2 jours et dans laquelle le 3e jour est consacré à tout mobiliser, c'est bien parce que vous faites du test and learn, mais en revanche, le 3e jour, la personne doit mobiliser 2 jours d'informations. Typiquement, en fait, les pratiques qui consistent à granulariser son contenu, c'est-à-dire de transmettre le minimum d'informations pour très vite donner la possibilité à la personne d'essayer de les appliquer, sont des pratiques qui ont été évaluées comme améliorant considérablement les apprentissages, parce qu'elles permettent aux apprenants de mobiliser une quantité limitée d'informations qu'ils sont capables de traiter à ce moment-là. Tout ce que vous avez entendu peut-être dans les sciences cognitives autour de la problématique de l'attention, ça va ici aussi. Parce que la mémoire de travail a une capacité limitée, l'attention et ce filtre en fait qui va sélectionner uniquement les informations dont vous avez besoin, que la mémoire de travail va traiter, et ce filtre en fait a une capacité lui-même assez limitée. Donc si je suis soumis comme là, avec énormément de bruit autour de moi, énormément de choses, évidemment, ça va prendre de la place dans ma mémoire de travail et je vais moins pouvoir traiter les informations en cours. C'est aussi des choses, l'attention sur le contenu aussi. Si vous avez des slides dans lesquels vous avez des pavés de texte, par exemple, les personnes, en fait, elles utilisent une partie de leur charge mentale, de leur charge cognitive, à essayer de faire le tri dans toutes les informations sur ce sur quoi elles doivent réfléchir sur le moment. Et donc, ça peut les mettre en surcharge mentale. Sur la question de l'automatisation, c'est des choses très différentes. Par exemple, en gros, il y a une chose à retenir sur la question de l'automatisation, ce qui va faire que les choses vont se transformer en des réflexes, c'est le fait de permettre aux gens en fait, de faire des efforts répétés de récupération en mémoire. Alors c'est souvent quelque chose que dans une formation en temps court on a du mal à faire, mais ce que ça veut dire c'est que si vous séparez l'apprentissage en des temps espacés où à chaque fois la personne doit faire l'effort de se remémorer ce qu'elle avait fait la fois d'avant, ça va améliorer l'apprentissage parce que cet effort de récupération va créer en fait ce qu'on appelle des chemins d'accès en mémoire que le cerveau va pouvoir réemprunter par lui-même automatiquement le moment où il en aura besoin. Et donc ça, tout ce qui est les piqûres de rappel, alors attention, hein, quand je dis répétition, parce que souvent c'est mal interprété ce résultat, parce que quand les gens en parlent, ils finissent par en parler en disant que l'important c'est la répétition. C'est pas n'importe quelle répétition. C'est-à-dire que réexposer les gens à une vidéo ou à du contenu passif, ça n'a aucun effet, ou très peu. Ce qui est important, c'est que ce soit la personne elle-même qui ait à refaire le cheminement pour essayer de retrouver par elle-même. C'est une nuance subtile, mais elle est très importante parce que sinon, vous ne déclenchez pas du tout l'effet de l'automatisation. Et donc, c'est ce qui fait que, par exemple, dans le fameux livre que je vous conseille tous d'ailleurs, hein, Make It Stick, donc en français, ça s'appelle Mets-toi ça dans la tête, écrit par Henry Rodiger, qui est un des plus grands psychologues cognitivistes américains. Il prend beaucoup l'exemple du chirurgien, du médecin ou du pilote qui ont automatisé un ensemble de décisions qu'ils prennent instantanément. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ils ont refait tout simplement l'exercice par eux-mêmes, des dizaines, des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ce que le geste s'automatise. Le dernier processus, qui lui aussi relève de mécanismes assez différents, sur lesquels les sciences cognitives ont pas mal d'apports, c'est évidemment tout ce qui est la question de la motivation. Et je dirais que c'est un peu le dernier, c'est-à-dire tout ce qui va faire que la personne accepte de s'engager dans ce processus et à persister tout le long du chemin jusqu'à arriver au bout. Et ça, c'est encore des choses différentes qui vont faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le lot de ce qui
de ce qui a été identifié dans la recherche comme des pratiques qui favorisent la motivation. Il y en a 3, moi, que j'ai surtout que j'explique généralement. J'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais il y en a une qui est notamment, parce que ça va faire appel à des choses que vous savez, qui est la motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'on sait que tout ce que vous faites qui augmente la motivation intrinsèque à la formation, c'est-à-dire quand on dit motivation intrinsèque, c'est le fait que la personne va être motivée parce qu'elle va vraiment avoir envie d'apprendre le fond, où elle sent qu'elle a besoin d'apprendre ce fond-là, plutôt que des motivations extrinsèques qui sont que je dois apprendre pour avoir une bonne note, pour faire plaisir à mon manager ou pour gagner des points dans un système de gamification, par exemple. Tout ça, c'est des systèmes de motivation intrinsèque dont on sait aujourd'hui qu'ils sont beaucoup moins efficaces que tout ce qui permet, enfin, à temps égal en tout cas, de favoriser la motivation intrinsèque. Et typiquement, c'est ce pourquoi, par exemple, la pédagogie par projet, que beaucoup d'entre vous emploient peut-être, a des effets positifs en termes de motivation, parce que tout simplement, elle donne du sens à ce qu'on est en train d'apprendre, parce que vous comprenez par le projet ce à quoi vous sert ce que vous êtes en train d'apprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est là où un peu le diable se cache dans les détails, c'est que c'est complexe parce que du point de vue de l'apprentissage initial, la pédagogie par projet a, elle, un effet plutôt négatif. Parce qu'en fait, ce dont on ne se rend pas compte dans la pédagogie par projet, c'est que quand on demande aux gens d'apprendre des choses en réalisant un projet, ils ont beaucoup d'autres choses à traiter en même temps que le fond des connaissances à transmettre. Il y a les interactions avec les autres, il y a le regard des autres, il y a énormément de choses en fait, qui tournent autour des connaissances en fait, et des compétences à apprendre, qui fait qu'on met souvent les gens en situation de surcharge mentale. Et pour les apprenants en fait, qui partent de zéro d'une certaine manière et qui ont besoin d'apprendre les connaissances de fond, beaucoup d'évaluations ont montré aujourd'hui que la pédagogie par projet avait plutôt une tendance à réduire la qualité de l'apprentissage. C'est pas vrai pour des apprenants qui maîtrisent déjà les connaissances de base et pour lesquels l'objectif de la pédagogie par projet est précisément de les faire mobiliser toutes ces connaissances pour réaliser le projet. Là, à ce moment-là, ça marche très bien. Donc vous voyez, le diable se cache un peu dans les détails et c'est intéressant de voir qu'une même activité pédagogique peut avoir un effet positif dans un domaine, mais un effet négatif dans un autre domaine. Alors souvent, on me demande, du coup, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Ce que je leur dis, c'est que ça dépend. Voyez en fonction de votre contexte. Si vous n'avez pas besoin de motiver vos apprenants, ne l'utilisez pas, en tout cas au début. Commencez par d'autres types de pédagogie qui vont vraiment permettre de maîtriser les compétences de base et vous utiliserez peut-être le projet à la fin quand il s'agira de tout mobiliser ensemble. Si vous avez besoin de motiver vos apprenants parce que vous êtes dans un contexte dans lequel les apprenants ne sont pas motivés, allez-y, faites-le. Prenez peut-être un quart du temps pour faire un projet de départ pour les embarquer, mais ne vous leurrez pas, ne pensez pas que ce temps-là est un temps dans lequel ils vont aussi réussir à très bien apprendre les connaissances de base. Vous allez probablement devoir repasser un temps pour repasser sur les connaissances de base. Voilà. C'est vraiment comme ça, finalement, je pense qu'il faut prendre cette littérature et tous ces travaux de recherche comme des guides, finalement, pédagogiques sur, si je veux être efficace, quelles sont les bonnes pratiques à chaque fois que je dois faire en fonction de mon contexte et en fonction de mes apprenants. Juste pour conclure, par rapport à la question qui m'a été un peu posée là, pour cette keynote, finalement, quels sont les usages concrets qu'on peut en faire aujourd'hui et que les gens peuvent en faire dans le monde de l'entreprise. Alors, chez Didact, ça fait 5 ans qu'on existe et ça fait 3 ans surtout qu'on se déploie auprès de pas mal d'entreprises. Notre métier, c'est de proposer une solution de conception de modules digitaux avec une méthode pédagogique qui essaie de respecter justement toutes les recommandations de la recherche au maximum pour maximiser l'impact auprès des apprenants. Et aujourd'hui, on propose une solution qui permet à n'importe qui, avec un guide pédagogique, et c'est un peu sa spécificité, de réfléchir d'une certaine manière à son contenu pour réussir en bout de chaîne, de manière assez simple, à délivrer un module qui respecte toutes ces recommandations. Pourquoi je dis ça ? En fait, ce qui est intéressant surtout, et ce que je voulais vous dire là, c'est un peu le retour d'expérience finalement, après plusieurs années dans lesquelles on a travaillé avec beaucoup d'entreprises qui ont testé, qui ont déployé notre solution sur des projets de nature très différente. Quels sont finalement les projets et le type de projet dans lequel j'ai le sentiment, moi, que cette démarche scientifique que je vous ai présentée, elle a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui pour les gens, parce que c'est pas vrai sur tout. Il me reste 1 minute 40 de ce que je vois. Il y en a 2.
Le premier, c'est vraiment tous les projets de transformation RH. On accompagne aujourd'hui des groupes, des grands groupes dans des grands projets de transformation dans lesquels ils ont vraiment besoin de transformer les mindsets, les comportements des individus, soit pour des projets de transmission de valeur, soit de transformation des postures managériales, des questions aussi de transformation sur l'expérience client. Et ça, c'est des projets sur lesquels ils ont des objectifs d'impact, où l'objet n'est pas d'innover, l'objet est vraiment de réussir à avoir et de changer concrètement les comportements. Et c'est très clair que ces projets par rapport aux autres, on voit très bien que cette démarche scientifique, nos clients, ils voient une véritable valeur ajoutée parce qu'elle les guide vers les pratiques qui vont avoir le maximum d'impact pour réellement transformer les comportements. Le deuxième, et j'en terminerai là, c'est tous les sujets d'empowerment pédagogique, j'appelle l'empowerment pédagogique des métiers. Évidemment, les métiers jouent un rôle extrêmement important dans la formation. Hein. C'est eux qui délivrent la première formation, qui sont les formations sur les compétences de cœur des métiers de tout le monde. Avec l'entreprise apprenante, dont on ne sait pas trop quoi mettre dedans, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'on sait très bien qu'il va falloir être beaucoup plus agile dans la conception pédagogique. Être plus agile veut dire se rapprocher du terrain et faire en sorte que les acteurs de terrain eux-mêmes conçoivent du contenu pour aller plus vite et ne pas avoir des boucles énormes de formation. Et les RH et les L&D vont se positionner de plus en plus dans de l'accompagnement des métiers dans la conception. Et là se pose une véritable question qui est que les métiers, et on le voit là chez nos clients qui le déploient, ils voient une vraie valeur ajoutée à cette démarche scientifique, tout simplement parce que ce sont des gens qui ont un vrai besoin d'efficacité. Leur problématique, c'est qu'ils ont des problèmes de compétences sur leur terrain, de leurs collaborateurs. Et donc ce qu'ils veulent, c'est que quand ils prennent du temps à faire quelque chose, que ça ait un impact en termes de pratique métier sur le terrain. Ils ont peu de temps. C'est pas leur métier de faire de la pédagogie, de la formation normalement. On leur demande de le faire de plus en plus. Donc cette notion de dire à temps égal, quelle est la meilleure pratique si je veux vraiment être efficace pour ne pas faire perdre de temps à mes apprenants et ne pas perdre de temps moi-même, tout en ayant un impact maximum, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Et donc je pense que c'est vraiment là sur lequel il faut essayer de positionner cette démarche scientifique, parce qu'on ne pourra pas la mettre partout si vous en avez besoin. C'est à la fois ces projets de transformation d'une part, et à la fois accompagner les acteurs de terrain à être capables par eux-mêmes de produire des dispositifs pédagogiques qui ont un maximum d'impact. Voilà, je vous remercie. Et je crois que j'ai probablement sucré tout le temps pour les questions. C'est bien ça? Ou est-ce que j'ai le temps pour 2 questions? On s'arrête là? Bon, bah, écoutez, désolé, merci beaucoup. Notre stand est juste là et je suis à vos dispositions jusqu'à la fin si vous avez des questions. Merci beaucoup.